Donc, sans plus attendre, Monsieur André Tricot, vous allez nous parler de pédagogie et de numérique. De pédagogie et de numérique. Nous vous écoutons. Bonjour tout le monde, merci de m'accueillir parmi vous. Quand le collègue de la Maison pour la Science m'a invité, il s'était invité à un séminaire, donc je pensais parler devant 15 ou 20 personnes et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde présent aujourd'hui. Enfin, je l'ai appris il y a quelque temps quand même qu'il y aurait beaucoup de monde. C'est très, très impressionnant. Je vais quand même essayer de tenir le coup et d'essayer de vous intéresser, une réflexion sur le numérique et l'innovation pédagogique. Donc je suis formateur à l'ESP, sauf qu'on n'a pas exactement la même façon de parler le français que vous, et par ailleurs chercheur dans un laboratoire qui fait essentiellement de l'ergonomie. Donc pour commencer mon propos, une devinette. Qui a écrit cette phrase? C'était pas écrit, ça y est, prononcé. C'était dans une interview. Vous connaissez? Ou alors je vous donne plus d'indices, je vous donne la réponse complète. C'était une interview, c'est une réponse à un journaliste. Est-ce qu'en donnant tous ces indices, vous arrivez mieux à situer, au moins à l'époque? Donc c'est Thomas Edison, 1913. Elle est plus marrante comme ça. Hein. C'est un étudiant qui m'a fait découvrir ce petit passage d'une interview de Thomas Edison. Et ça m'a donné le vertige, en fait. Hein. Ça fait 25 ans que je travaille dans le numérique pour l'apprentissage. Mais finalement, au début du XXe siècle, d'une part, Thomas Edison n'imaginait pas à quel point le cinéma allait être important, comme art, comme, objet de la domination culturelle des États-Unis sur le reste du monde, etc., etc. Mais en même temps, ceux qui l'imaginaient, c'est-à-dire l'impact pédagogique du cinéma, n'a pas du tout eu lieu. Et je dis, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas le même genre de risque avec le numérique? Et c'est un petit peu de ça dont je voudrais vous parler. Donc, le plan de mon intervention, d'abord essayer de définir de quoi on parle quand on parle du numérique. Ensuite, ce que ça change dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage. Et dans ce point 2, qui va être le point essentiel de ma présentation, je vais essayer de présenter ce qu'on a appelé avec un collègue des mythes, hein, c'est-à-dire des choses qui ont été annoncées sur le numérique, qui sont reprises souvent par des collègues chercheurs, par des collègues formateurs, par des journalistes, par des politiques. Je sais pas, un mythe typique, c'est le mythe des digital natives. Vous voyez, on dit, ah ben tiens, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont pas comme avant. On est bien avancé avec ça. Et la personne qui est à l'origine de ce mythe, hein, Mark Prensky, dans l'article où il annonce les digital natives, il n'y a absolument aucune donnée empirique, aucune enquête, rien de quoi que ce soit qui relève de la raison, mais pourtant, nous, et y compris moi, on reprend ce mythe des digital natives et on le propage. Je me suis amusé sur Google Scholar, quand vous tapez l'expression exacte digital native, vous trouvez aujourd'hui plus de 10 000 articles qui utilisent quelque chose qui n'a absolument aucun fondement scientifique ni empirique. C'est ça un mythe. Hein. Donc je vais examiner un certain nombre de mythes et confronter ces mythes-là aux recherches empiriques, c'est-à-dire qu'est-ce que les recherches qui regardent les apprentissages des élèves en classe montrent à propos de ces mythes-là. Ce sera le point 2 et le point essentiel de la présentation. Ensuite, un retour sur les apprentissages, essayer en gros de se rappeler collectivement qu'est-ce que c'est que la pédagogie. Il y a énormément de discours qui sont tenus sur le numérique qui parlent des apprentissages avec le numérique, mais qui oublient
les contraintes et les spécificités des apprentissages scolaires et des apprentissages académiques. Donc rappelez ça et essayez, dans un dernier point, de proposer une conclusion sur l'utilisation du numérique, sans oublier qu'on est en classe pour enseigner et que les élèves sont en classe pour apprendre, pas n'importe quel type de connaissances, mais des connaissances scolaires. Donc ça va être atrocement banal, tout ce que je vais raconter. Donc si vous n'êtes pas complètement endormi à la fin, je ferai une conclusion. Donc les technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire les outils qu'utilisent les humains pour échanger des informations, pour communiquer, bien entendu, ils ont une histoire assez ancienne. Ils se développent avec Homo sapiens. Et dès qu'une technologie de l'information et de la communication apparaît et se diffuse, on se préoccupe d'usage pédagogique de ces technologies. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Catherine Proust sur les tablettes qui ont été retrouvées et qui ont, il y a quelques années et qui ont quand même un peu plus de 4000 ans. Ce qu'on trouve sur ces tablettes-là, ce sont des exercices de maths. Et avec leurs solutions, c'est des exercices corrigés, donc on ne sait pas trop si c'est des outils pour les élèves ou des outils pour les profs. Et avec des problèmes de maths qui sont quand même un peu trapus, quoi. Donc voilà, il y a 4000 ans, ils étaient déjà au summum de l'innovation dans le domaine des TIS, hein, donc des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement. Et tout au long de l'évolution de ces technologies, on s'est toujours demandé en quoi ces technos peuvent nous aider dans la classe quand on a enseigné et que les élèves ont à apprendre. Au cours de l'histoire de ces technos, on retrouve souvent des choses importantes. Ce sont des arguments, comme l'argument de Vannevar-Bush quand il présente Memex, qui sont des arguments du type « les nouvelles technos vont fonctionner à partir du moment où elles respectent notre façon de penser, où elles imitent notre façon de penser, où elles sont compatibles avec l'organisation de notre pensée. » Et l'article de 1945 dans lequel Memex, hein, donc le Memory Extender, est présenté, qui est le concept qui va donner lieu à l'hypertexte et au web, hein, c'est-à-dire c'est ce qui a complètement envahi nos vies aujourd'hui, trouve son origine dans cette idée. Ce que dit l'auteur, c'est bien que pour qu'un système documentaire fonctionne, pour que les informations de notre mémoire externe nous soient véritablement utiles et augmentent notre capacité de penser, il faut que cette organisation respecte l'organisation associative de nos idées. Un système documentaire peut fonctionner si et seulement si les données, au lieu d'être organisées de façon alphabétique, c'est-à-dire avec un arbitraire, elles sont organisées de façon sémantique en mettant en lien des éléments qui veulent dire la même chose, se correspondent, présentent des analogies, etc. Et autrement dit, les technos ne se développent pas, les technologies de l'information et de la communication, elles ne se développent pas loin de l'esprit humain. Régulièrement, elles se développent en revenant vers l'esprit humain, ou en tout cas, la façon dont, à une époque de l'évolution de notre espèce, on pense que les humains pensent. C'est l'imagination qu'on a. Et en même temps, l'idée de Bush, donc un article de 1945, elle est toute sauf nouvelle. Dès le Moyen-Âge, des représentations d'associations, de structures associatives d'idées et de concepts, vous en trouvez partout. L'idée que les concepts et les idées ne sont pas organisés selon des arbitraires comme l'ordre alphabétique, mais bien selon le contenu des idées. Bien entendu, pendant tout le Moyen-Âge, on trouve cette idée. L'idée que des systèmes de connaissances peuvent être organisés entre eux et permettent, par leur organisation interne, globale, de retrouver des éléments de notre mémoire, de retrouver des éléments de notre connaissance. On voit ça très clairement. Donc, alors normalement, sur le diapo, on aurait dû voir
l'affichage. Je me suis cassé la tête à mettre la date chaque fois sur toutes mes diapos, et vous ne le voyez pas. Donc c'est 1582. Les théâtres de mémoire, hein, une autre façon d'organiser les connaissances entre elles, selon des liens sémantiques, selon leur contenu, est présente. Ici, c'est pareil, hein, au XVIe siècle. L'idée que la représentation et l'organisation des connaissances, elle n'est pas que symbolique, mais elle a une composante analogique et aussi, et donc elle est multimédia, et aussi une idée qui est présente très tôt dans l'évolution de ces technos. Donc, bilan aujourd'hui, le numérique a complètement envahi nos vies. Les adolescents, les enfants, en tout cas des pays riches, quand on fait des études d'usage, c'est quoi que vous avez utilisé GAFA, c'est un peu ça, GAFA. C'est en moyenne plusieurs fois par semaine et chez certains plusieurs fois par jour. Et une des conséquences de ça, l'étude de White en 2010 le montre bien, c'est que l'usage des technos fait qu'il est assez probable, voire très probable, que les humains n'ont jamais autant lu qu'aujourd'hui. Deux études, une en 2010, une au début des années 70, chez des Américains moyens adultes, utilisant les deux études à peu près la même méthodologie, bon, pas exactement la même méthodologie, mais des méthodologies comparables, montrent que au début des années 70, on était à un peu moins de 2 heures de lecture par jour chez un Américain moyen. Aujourd'hui, on est à quelque chose comme 4h30 de lecture par jour. Donc, bien entendu, l'usage des technologies de l'information et de la communication se répand et occupe de plus en plus notre quotidien. L'essentiel de ces technos, ce sont des technos qui utilisent des représentations symboliques plutôt qu'analogiques, et donc on traite ça. Quand on regarde les détails de l'enquête de White, je vous conseille d'aller la lire, c'est une mine si vous voulez présenter quelque chose d'intéressant sur les usages et la lecture à vos étudiants. Prenez l'article de White, il est magnifique. Elle détaille, bien entendu, les différents types de tâches de lecture qui sont réalisées pendant ces 4h30. On voit que le numérique occupe une place importante, mais pas la totalité du temps, qu'une bonne partie de ces tâches sont des tâches professionnelles et pas forcément de loisirs, et que le temps qu'un Américain moyen passe à lire ses mails et écrire des mails occupe une part importante de ce... Juste une dernière précision sur l'étude de White, elle n'a recensé dans ses tâches de lecture que les tâches de lecture qui durent plus d'1 minute. C'est-à-dire qu'elle a retranché de ces 4h30 de lecture quotidienne tout ce qui est lire une petite brochure, un panneau publicitaire, etc. Donc c'est toutes les tâches qui durent plus d'1 minute. Donc c'est ça le numérique. Je voulais commencer par ça en disant, voilà, on parle de quelque chose, il y a une histoire qui est longue, et l'interaction entre l'histoire de ces technos, la façon, en gros, dont nous nous cultivons, dont nous découvrons le monde, et la façon dont nous enseignons, c'est une histoire avec des liens forts qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui a toujours été là, et c'est une histoire avec sans doute des effets, des espoirs immenses, parce que le discours de Thomas Edison sur le cinéma, lisez, si vous le retrouvez, c'est magnifique, la première édition du Que sais-je sur la télévision. Dans les années 50, on était absolument persuadé que la télévision, enfin, on allait moderniser l'enseignement. Les enseignants poussiéreux des années 50 allaient moderniser leur pédagogie grâce à la télévision. On a eu la même chose sur la radio, sur la TSF. Chaque fois, c'est la même histoire. De façon intéressante, on a eu la même chose sur le livre de poche. Je sais pas si vous dites, c'est la démocratisation. Chaque fois qu'il y a un nouveau truc, on se dit, ah, vous allez voir ce que vous allez voir, à partir de maintenant, ça va être mieux qu'avant.
je vais vous présenter un certain nombre d'études. Juste avant ça, de dire, bon, une des choses qui est difficile dans ce domaine, c'est que, bien entendu, ce n'est pas un domaine dans lequel il y a des espèces de données objectives avec les choses se passent comme ça, les gens pensent comme ça, etc. Bien entendu, tout ce domaine du numérique pour l'apprentissage, du numérique pour l'enseignement, interagit avec les croyances que nous avons sur le numérique pour l'apprentissage et le numérique pour l'enseignement, les opinions, les attitudes, etc. Et donc, cette part-là est vraiment importante. Juste, je vous présente un résultat pour illustrer ça. On a fait une enquête auprès de 850 à peu près jeunes entre 12 et 25 ans à propos de Wikipédia et notamment, ici la question c'était sur les usages, enfin la fréquence des usages et la confiance. On voit que sur la tranche 12-25 ans, on est sur une utilisation extrêmement fréquente, souvent pluri-hebdomadaire de Wikipédia, mais les mêmes jeunes qui répondent « j'utilise souvent Wikipédia », quand on leur demande « est-ce que vous avez confiance en Wikipédia ?» Bien entendu, on varie toutes les questions autour de la confiance. Les réponses sont très cohérentes, c'est que j'utilise beaucoup, mais je ne fais pas totalement confiance en Wikipédia. Et quand on interroge ces mêmes jeunes sur quelle est l'origine des critiques que vous avez entendues sur Wikipédia, pourquoi vous n'avez pas totalement confiance en Wikipédia, pourquoi vous pensez que Wikipédia, ce n'est pas super, le résultat ressemble à un sondage au temps béni de l'URSS. Au moins, c'est clair. Bon, ça, c'est un recueil de données qui a eu lieu en 2011-2012. Je ne suis pas sûr que si on refaisait l'enquête en 2016, on obtiendrait les mêmes résultats. Je sais que sur ces questions-là, les choses évoluent très vite. Et donc, bien entendu, tout ce dont je vais vous parler, vous présenter des résultats, vous pouvez chaque fois recouvrir les résultats que je vous dis. Il y a bien entendu sur ces résultats un système de croyances des élèves et un système de croyances des enseignants qui agit bien naturellement. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder ce qu'on a appelé des mythes, c'est-à-dire des affirmations à propos du numérique pour l'apprentissage, qui voient le jour à un moment. Quelqu'un affirme comme ça, ou plusieurs personnes affirment quelque chose, et au moment de cette affirmation, on n'a pas de données empiriques. C'est une affirmation qui est soutenue par elle-même, je pense que, et qui va être diffusée. Cette affirmation va être reprise par des chercheurs, par des formateurs, par des journalistes, etc. Et nous, ce qu'on s'est amusé chaque fois, c'est retrouver la source, d'où ça vient, ce mythe, qui a dit ça en premier, et ensuite, tout simplement, de dire, est-ce qu'il y a des recherches sur cette affirmation, est-ce qu'il y a des travaux empiriques, c'est-à-dire des travaux en classe avec des élèves qui apprennent et qui corroborent l'affirmation ou qui, au contraire, ont tendance à invalider ou remettre en cause cette affirmation. Par exemple, la première, on est plus motivé quand on apprend avec le numérique. Vous vous doutez bien, et puis beaucoup d'entre vous sont des spécialistes du domaine, vous savez qu'il y a énormément de recherches sur cette question, énormément de données empiriques recueillies par observation, recueillies par questionnaire, etc. Et globalement, les résultats qu'on obtient, les travaux dans le domaine montrent des résultats qui sont globalement cohérents avec cette affirmation. C'est-à-dire que la plupart des études où on propose à un groupe d'élèves une répartition en deux, la moitié du groupe a à réaliser telle tâche d'apprentissage avec une nouvelle techno, une techno numérique, et l'autre moitié des élèves ont à réaliser la même tâche sans la techno numérique, et qu'on pose des questions d'intérêt, des questions de motivation, qu'on observe l'engagement dans la tâche, en majorité, on a une plus grande motivation, un plus grand intérêt, un plus grand engagement dans le groupe qui apprend avec le numérique par rapport à l'autre. Donc, globalement, c'est le résultat qu'on obtient. Mais globalement, c'est-à-dire si on calcule un effet moyen, globalement, ça ne veut pas dire systématiquement. Il y a beaucoup de cas dans lesquels cet effet n'est pas obtenu ou, de façon plus intéressante,
l'effet inverse est obtenu. Par exemple, il y a 2 ans, avec un étudiant et un collègue, on a fait une étude dans plusieurs lycées à Toulouse, une étude très simple. On arrivait avec des tablettes numériques et on proposait à des élèves de lycée tout simplement 2 tâches. Une tâche de lecture et une tâche de rédaction. Et bien entendu, on a regardé ce qu'ils faisaient, etc. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse ici, c'est qu'avant qu'ils rentrent dans la tâche, on leur demandait, voilà, réalisez cette tâche-là avec cette tablette. Est-ce que vous préférez le faire comme ça ou est-ce que vous préféreriez faire la même tâche avec papier-crayon? D'accord? Et puis pareil, ceux qui étaient avec papier-crayon, on leur demandait, est-ce que vous préféreriez faire ça ou avec la tablette numérique? Vous voyez l'idée du protocole? Eh bien, quand la tâche qui est proposée à ces lycéens, c'est une tâche de lecture, ben, ils préfèrent la tablette. Quand c'est une tâche de rédaction, ils préfèrent papier-crayon. Okay? Les élèves de lycée ne sont pas idiots. Ils savent très bien qu'une tâche de rédaction avec une tablette, c'est l'enfer. Ce n'est pas du tout pratique. Il y a un certain nombre d'obstacles. Et donc, les élèves de lycée, contrairement à ce que propose, ils ne sont pas du tout fascinés par le numérique. Ils ont complètement digéré le truc et ils savent bien qu'en l'état actuel, OK, un traitement de texte avec un poste de travail confortable, ça va, mais sinon, rédiger sur tablette, ce n'est pas bien pratique. Vous voyez le genre de résultat? Bon, il y en a beaucoup. Troisième résultat qui est obtenu très très souvent, et que mon collègue Franck Amadieu a appelé le paradoxe préférence-performance, c'est que ce n'est pas parce que les élèves sont plus motivés par l'outil A que l'outil B qu'ils vont avoir une meilleure performance d'apprentissage avec l'outil A. Donc, on obtient souvent des résultats, ils sont plus motivés par A, mais ils obtiennent de meilleurs résultats avec B. Donc le jugement des élèves sur leur motivation, c'est-à-dire la croyance qu'ils ont à propos de leur motivation, n'est bien entendu pas prédictrice de la performance d'apprentissage. Il y a une très belle étude qui a été faite par les collègues de Rennes il y a quelques années sur le genre d'horreur que je suis en train de vous présenter, les diaporamas PowerPoint. Le même cours, un cours enregistré oralement. Donc, 3 groupes d'étudiants qui entendent exactement les mêmes mots, puisqu'il est enregistré. 3 diaporamas. Un redondant, avec l'oral. Le deuxième, avec que des images et des graphiques, c'est-à-dire ceux qui ne passent pas bien avec la voix. Et le troisième, avec les images et les graphiques, plus ce genre de trucs-là. Les messages clés, les points clés, les mots-clés. Ben, les étudiants, c'était des étudiants, préfèrent le deuxième, de loin, mais c'est avec le troisième qu'ils obtiennent les meilleures notes à l'examen. Donc ce genre de résultat, ce paradoxe préférence-performance, même chez des élèves âgés, il est observé très fréquemment. Une autre chose, un autre mythe, c'est sur les serious games, ça s'appelle comme ça. Parce qu'avant, on appelait ça le ludo éducatif. Dans les études empiriques, où pareil, on utilise la même méthodologie, c'est la même chose à apprendre. Il y a un groupe contrôle qui apprend sans le jeu, un groupe expérimental qui apprend avec le jeu, pré-test, post-test, etc. Quand on regarde les études de ce type-là, on obtient un effet positif en faveur du serious game par rapport au groupe contrôle. Mais quand on regarde la taille de l'effet n'est pas négligeable. Quand on regarde dans les détails, on se rend compte que l'effet en faveur du serious game est obtenu quand le groupe contrôle est en situation d'apprentissage passif. Par contre, dès qu'on met le groupe contrôle en situation d'apprentissage actif, par exemple résoudre un problème, l'effet bénéfique du serious game disparaît.
Hein, un petit peu comme si, ça n'est qu'une hypothèse bien sûr, le serious game était une façon comme une autre de mettre les élèves dans une situation d'apprentissage actif. Alors, bien entendu, ça il faudrait le dire, c'est pas parce qu'on obtient un résultat positif que la taille de l'effet est importante. Je vous dis, la différence moyenne entre le groupe Serious Game et le groupe autre, elle est de 10 à 15%, mais bien entendu, quand on calcule ces effets-là, on rentre des études dans lesquelles on a obtenu 3, 4, 5% de différence. Il y a une étude magnifique que je cite tout le temps, qui a été conduite en Turquie avec des élèves de 5e, qui ont utilisé SimCity pour apprendre des concepts dans le domaine de l'urbanisme. Le groupe expérimental avec SimCity et le groupe contrôle, étude un petit peu bizarre mais intéressante parce qu'il y a beaucoup d'autres études qui sont... Au lieu de leur enseigner ces concepts avec une autre méthode, on a un groupe contrôle qui ne fait rien. D'accord ? On leur donne un jeu vidéo qui n'a rien à voir avec l'urbanisme, et on regarde apprendre quelque chose versus ne rien apprendre. Alors, je vous dis ça parce que, bien entendu, qu'est-ce que les chercheurs obtiennent? Et je crois que la phase expérimentale, elle doit durer 3-4 semaines, un truc comme ça, et donc plusieurs heures par semaine. Au total, je crois que c'était 60 heures qu'ils devaient passer pour apprendre avec SimCity. Le groupe expérimental ne faisait rien. Mais bien entendu, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un testing effect, c'est-à-dire que même le groupe qui ne faisait rien était meilleur au post-test qu'au pré-test. C'est ça le testing effect, c'est que même si vous envoyez vos élèves se promener dans la forêt, ils seront toujours meilleurs après qu'avant. Parce que quand on repasse 2 fois la même... C'est ça le testing effect, c'est quand on repasse 2 fois la même évaluation, on est toujours meilleur la deuxième fois. Autrement dit, ce qu'il faut, ce n'est pas mesurer la différence entre le pré-test et le post-test dans le groupe expérimental, c'est comparer la différence dans le groupe expérimental au niveau de base sur le groupe témoin, y compris là qui ne faisait rien. Et là, quand on fait ça, on voit qu'entre le groupe expérimental et le groupe témoin, il y a un effet, mais il est de 3%. Et on se dit, bon, 60 heures pour apprendre 3 concepts en urbanisme, je ne sais pas, vous voyez, autrement dit, si on mesure l'efficacité en rapportant les gains d'apprentissage, par exemple, au temps passé à apprendre, on se dit, ça aurait quand même été pas mal d'avoir un groupe contrôle qui a, je ne sais pas, un documentaire d'1 heure sur ces concepts. Je vous dis ça parce que dans le domaine du numérique pour l'apprentissage, Dieu merci, on commence à trouver de plus en plus de méta-analyses de la littérature empirique qui vous calculent des effets moyens. Mais bien entendu, il faut aller regarder ce que je suis en train de vous dire et qu'il y a sous ces effets moyens. Il faut bien regarder comment a été faite la méta-analyse. Et après, moi, ce que j'ai fait sur les méta-analyses sur les serious games, c'est que je me suis refarci de lire toutes les études qui ont été récupérées et regarder comment elles sont faites. Et quand vous avez cette étude qui vous dit « Ah ben oui, les serious games, ça marche parce que les élèves avec SimCity, ils ont mieux appris que les autres », ah oui, mais un groupe expérimental qui n'apprend pas, un groupe contrôle qui n'apprend pas, est-ce que c'est vraiment un bon groupe contrôle? Entre parenthèses, et avant de passer à la suite, on s'est amusé sur les serious games. Vous trouvez à l'heure actuelle plus de 10 000 publications académiques, c'est-à-dire entre le moment du début de l'effet de mode sur les serious games il y a 10 ans et aujourd'hui, on a 10 000 publications, des études empiriques où on compare groupe expérimental, groupe contrôle et une tâche d'apprentissage, on est à peu près entre 35 et 40. Comparé par à 10 000. C'est-à-dire le nombre de gens qui disent c'est bien parce que c'est bien, et le nombre de gens qui disent ah ben tiens, on pourrait aller voir si c'est vraiment bien, il y a une disproportion. J'essaye de prêcher pour ma paroisse. Et bien entendu, difficile de transférer hors du jeu. On le sait, ça, depuis les études. J'ai trouvé une étude d'Alfred Binet, 1894, sur les joueurs d'échecs. Vous savez que jouer beaucoup aux échecs, ça sert à apprendre à jouer aux échecs. Ça ne rend pas plus intelligent,
Ça ne permet pas de mieux raisonner, ça ne permet pas de mieux mémoriser, ça ne permet même pas d'être un meilleur stratège dans l'art de la guerre. Enfin, c'est le jeu des échecs, ça sert à apprendre le jeu des échecs. Vous savez tout ça. Sur le mythe de l'autonomie des apprenants, là, contrairement aux deux que je viens de vous présenter, c'est plutôt l'inverse qui est obtenu. Ce n'est pas le numérique qui développe l'autonomie des apprenants, mais plutôt ce sont des apprenants généralement autonomes avec des stratégies métacognitives élaborées qui arrivent à s'en sortir dans ces environnements. Sur l'apprentissage actif, on a des résultats pareils qui corroborent l'affirmation. Quand on compare deux situations d'apprentissage, une avec le numérique et l'autre sans le numérique, on a souvent je ne sais pas si on mesure l'apprentissage avec le nombre d'hypothèses qu'ont proposé les élèves, le nombre d'inférences qu'ont produit les élèves, etc. On obtient généralement des résultats positifs, mais à condition d'être à ce niveau-là de l'apprentissage actif. Si l'apprentissage actif, c'est l'apprentissage autodirigé, c'est-à-dire je décide moi-même des buts d'apprentissage, etc., là, on n'obtient pas du tout de résultats positifs, c'est même le contraire. Donc une autre, bien entendu, on n'a pas pu éviter Thomas Edison, qui nous expliquait en 1913 que grâce aux images animées, on allait mieux apprendre. Et on a des résultats là-dessus qui sont, je trouve, extrêmement intéressants, qui est qu'on a un effet bénéfique de l'animation sur la compréhension de phénomènes dynamiques complexes, mais plutôt en fin d'apprentissage qu'en début d'apprentissage. En début d'apprentissage, c'est plus la suite d'images fixes. Autrement dit, tant que les élèves n'ont pas compris la succession des états d'un phénomène dynamique complexe, ils ne peuvent pas comprendre la représentation dynamique du phénomène. Je dois d'abord identifier la succession des états, c'est-à-dire comment chaque partie du phénomène dynamique évolue dans le temps et franchit un certain nombre d'étapes avant d'être capable de comprendre la représentation dynamique. Autrement dit, très simplement, vous le savez, depuis les grottes et les peintures qu'on trouve et qui remontent il y a plus de 30 000 ans, où l'homme qui essaye de représenter le cheval au galop jusqu'au milieu du XIXe siècle, observer un phénomène dynamique, le cheval au galop, ne permet pas de comprendre un phénomène dynamique. Vous connaissez ce fameux tableau. Géricault, ce n'était pas un manche, je veux dire, le mec, il savait observer la nature. Mais l'observation d'un phénomène dynamique complexe ne permet pas, quand ce phénomène est très complexe, de le comprendre. Vous savez qu'il faut attendre juste quelques années. Ça n'est qu'en détériorant le phénomène, par exemple en le ralentissant, qu'on commence à mieux le comprendre. Et vous savez que si vous voulez vraiment comprendre le galop du cheval, il faut ça. C'est la succession des états, ici la succession des appuis, qui, une fois que vous l'avez comprise, va vous permettre de comprendre ça. Et une fois que vous avez compris ça, là, vous pouvez aller sur un champ de course et vous comprendrez le galop du cheval. Vous voyez l'illusion qui est de dire, pour comprendre un phénomène dynamique complexe, il faut présenter une représentation dynamique complexe. C'est cette erreur-là. Et là, on se dit, bon, le Thomas Edison, il avait déjà le résultat sous les yeux, quoi. Il aurait fallu être attentif à ça. Et puis nous, avec l'arrivée de l'audiovisuel dans les années 70, du multimédia à la fin des années 80-90, on est reparti toujours en disant « Ah oui, mais la représentation dynamique complexe, c'est ça qui va… » Non, dans un second temps, une fois que les élèves ont déjà construit leur connaissance.
beaucoup de travaux sur l'adaptation, beaucoup de travaux, mais pas assez, selon mon goût, sur l'adaptation aux besoins particuliers des apprenants, où le numérique, qu'il soit utilisé dans des stratégies de compensation ou dans des stratégies de contournement, apporte de façon assez évidente des solutions aux élèves en situation de handicap ou porteurs de troubles dans le domaine des apprentissages. Les résultats vont dans ce domaine-là vraiment dans le même sens. Ils nous permettent d'être optimistes. Malheureusement, c'est un domaine de la recherche qui est complètement sous-développé. Si on regarde la recherche dans le domaine des serious games, par exemple, par rapport à ça, c'est vous multipliez par 50 ou par 100 le nombre de publications consacrées à ce domaine par rapport à l'autre. Et une chose intéressante, il y a pas mal de publications qui attestent que dans ce domaine-là, les stratégies, que ce soit pour les stratégies de compensation en tournement, mais l'utilisation des technos est très dépendante de la connaissance que les enseignants et que la connaissance des élèves à propos de ces technos ont. Autrement dit, ce n'est pas la techno en tant que telle qui apporte une plus-value, c'est la techno utilisée par des personnes qui maîtrisent cette techno et les usages pédagogiques dans des stratégies compensatrices ou de contournement qui apportent une plus-value. Vous avez là, je vais présenter des mythes plutôt du type le numérique, c'est formidable, mais bien entendu, il y a aussi d'autres discours. Par exemple, le numérique va détruire notre capacité de lecture, va faire que ça va être moins bien qu'avant, ou la capacité d'attention. Il y a beaucoup de choses là-dessus. On a des résultats qui sont très faciles à identifier en 2 grandes périodes. Toute la lecture sur écran jusqu'à la fin des années 90, où effectivement, c'est surtout des tâches de lecture sur des écrans rétroéclairés. La fatigue visuelle est telle qu'on a des performances en lecture qui baissent. On est aussi à une époque où les concepteurs de documents à lire sur écran, ils étaient manifestement fous. C'est l'époque où on faisait, vous vous rappelez, des diaporamas bleus avec des lettres roses, et s'imaginant qu'un être humain est capable de lire des lettres roses sur un fond bleu. Les sites web essayaient de retrouver les sites web de l'époque. Je disais, mais les gens, ils imaginaient que l'être humain est capable de lire une ligne sur laquelle il y a 140 caractères. Et l'œil, je ne sais pas par quel miracle, arrivé au bout de cette ligne, serait capable de se reposer pile poil au bon endroit du début. Donc il y avait un problème de conception des documents pour la lecture et pas qu'un problème de... Mais les recherches depuis le début des années 2000 voient ces effets disparaître. Par contre, elles montrent que la lecture de documents numériques, ou plus exactement les tâches de lecture qui sont réalisées sur documents numériques, sont souvent plus exigeantes. C'est-à-dire que non seulement il faut lire pour comprendre, mais par exemple, à une tâche de lecture sur Wikipédia, il faut lire pour comprendre, mais avant, il faut rechercher l'information, sélectionner l'information, évaluer la fiabilité de l'information, etc. Autrement dit, la tâche de lecture a tendance à devenir plus exigeante. Alors celui-là, je ne sais pas pourquoi, mais il m'énerve. C'est le truc des digital natives. Alors bien entendu, il y a des résultats qui sont quand même complètement triviaux. C'est qu'effectivement, si quelqu'un fait quelque chose tous les jours, par exemple, utilise sa PlayStation pour jouer à tel jeu, bien entendu, les êtres humains, mais c'est comme tous les animaux. Quand vous faites quelque chose tous les jours, vous finissez par être meilleur que des gens qui ne le font jamais. Okay, ça, bien entendu.
L'argument des digital natives, c'est parce qu'ils font ça tous les jours, ça va avoir un effet sur leur façon d'apprendre. Et c'est ça que je voudrais discuter avec vous. Donc, dans une étude, nous avons donné à des élèves des lecteurs MP3 dans une tâche d'écoute-compréhension en langue orale étrangère. Donc, c'était des élèves de première, allemand première langue, qui devaient comprendre un document sonore en allemand. Et ce qu'on a fait, c'est que, au lieu de leur donner un vrai lecteur MP3, c'était un lecteur MP3 qui était affiché sur un écran, ce qui nous a permis de filmer ce qui se passait à l'écran. Avec des logiciels type Camtasia, vous savez, vous enregistrez les événements et après vous pouvez rejouer. Et ça nous a permis de coder toutes les actions des élèves pendant qu'ils écoutaient le document sonore. Donc, juste je vous explique très rapidement la méthode. Chaque événement, c'est-à-dire chaque fois qu'un élève fait quelque chose sur le lecteur MP3, c'est un événement qui est codé avec 3 coordonnées, le moment du début, le moment de fin et la durée. D'accord? Donc vous avez par exemple ici un élève qui écoute du début du document jusqu'à la 251e seconde pendant 251 secondes, puis il revient au début, il va jusqu'à la 6e seconde pendant 6 secondes, puis de la 6e seconde à la 6e seconde, il s'arrête pendant 17 secondes. Vous voyez donc on code comme ça, on comprend des dizaines d'élèves, on leur fait écouter le même document sonore, et ensuite, on va essayer de mettre en relation la façon dont ils ont écouté le document et la façon dont ils ont compris. Puisqu'après, bien entendu, on leur fait une évaluation de la compréhension. Ce système de codage nous permet de représenter le parcours d'écoute. Sur l'axe des abscisses, vous avez le temps de l'écoute, et sur l'axe des ordonnées, vous avez le temps du document. Donc vous voyez mon élève, là, celui dont je viens de vous parler, pendant 251 secondes, il écoute un document qui dure 251 secondes, puis il revient au début, vous voyez, il écoute pendant 6 secondes, puis il fait une pause de 17 secondes. Vous voyez qu'on peut... Donc ici, on va avoir un tiers des élèves à peu près qui a une stratégie d'écoute du type le document sonore, je l'écoute d'abord en entier, puis je reviens au début, puis je fais une deuxième écoute avec beaucoup de pauses. À droite, vous avez d'autres élèves qui ont tendance à faire une première écoute avec des pauses, puis une ou deux écoutes intégrales. En bas à gauche, vous avez des élèves, on leur donne un lecteur MP3, mais ils n'utilisent pas le lecteur MP3, ils font que de l'écoute intégrale. Et enfin, en bas à droite, vous avez des élèves qui ne font que de l'écoute avec des pauses. À aucun moment, ils écoutent le texte dans la globalité. On a un lien très fort entre les stratégies d'écoute et les niveaux de compréhension. Les élèves qui comprennent bien, ils sont en haut et à gauche. Et, bien entendu, on n'est pas complètement des ânes. Bien entendu, on a pré-testé avant l'expérience le niveau en allemand de tous les élèves. Et où est-ce qu'on retrouve les élèves en difficulté en allemand? On les retrouve en bas à gauche. C'est, en gros, on leur donne un lecteur MP3, mais pour eux, c'est une sorte de double tâche. Il faut qu'ils comprennent un document sonore en allemand, ce qui est difficile pour eux, parce que ce sont les élèves les plus faibles en allemand, mais en plus d'écouter et comprendre, il faut qu'ils prennent des décisions d'autorégulation. Il faut qu'ils disent quand est-ce que j'arrête, quand est-ce que je reviens en arrière, quel passage je peux sauter, combien de fois il faut que je réécoute. Ça, ce sont des décisions d'autorégulation. Et l'idée, c'est que, bien entendu, la grande majorité des élèves bénéficient du lecteur MP3. Mais un certain nombre ne bénéficient pas du lecteur MP3 et ce sont les élèves les plus faibles.
Alors là, on a pris pour cette tâche-là des vrais digital natives. Hein. Autrement dit, tous les élèves qui ont participé à l'expérience sont des élèves qui ont un lecteur MP3, qui utilisent tous les jours un lecteur MP3. Mais ils l'utilisent pour écouter de la musique, pas pour faire ça. Vous voyez, l'erreur du raisonnement digital native, c'est d'oublier la spécificité des tâches scolaires. Savoir utiliser un lecteur MP3, ça ne veut rien dire. Ce qui compte dans la maîtrise d'un outil, c'est le couple tâche-outil. Et vous avez un couple tâche d'écoute lecteur MP3 et un autre couple, tâche d'écoute de musique, et l'autre, c'est tâche scolaire d'écoute-compréhension d'un document sonore en allemand. Et la maîtrise de la tâche écoutée de la musique ne correspond pas à la maîtrise de la tâche écouter un document sonore en allemand, alors que Vous voyez le truc, c'est qu'on a confondu la maîtrise de l'outil et la maîtrise du couple tâche-outil. Et bien entendu, la plupart des tâches scolaires qu'on utilise en classe pour faire apprendre des élèves, ce sont des tâches spécifiques. Ce n'est pas des tâches qu'on réalise dans la vie courante. Vous imaginez bien que si les élèves, par décision personnelle, passaient 2 heures par jour à écouter des documents sonores en allemand pour essayer de les comprendre le mieux possible, on ferait des économies sur les postes de profs d'allemand, et puis pareil, etc., etc. Vous voyez le... Non, mais il faut arrêter avec ça. L'école, elle existe parce que les élèves, il y a un tas de trucs qu'ils n'apprennent pas par eux-mêmes. Il faut arrêter. Voilà, et c'était un petit peu le dernier. C'est un petit peu ce qu'on trouve dans La Petite Poussette, par exemple, hein, le bouquin de Michel Serres, même si après la publication de ce bouquin, sur cette idée-là, Michel Serres est revenu. Il a dit oui, bon, le bouquin a été rédigé peut-être un peu trop rapidement sur ces aspects-là. Bien entendu, ce n'était pas ce qu'il pensait. Bien entendu que les connaissances scolaires sont plus nécessaires que jamais si on définit les connaissances scolaires par les connaissances que les enfants n'acquièrent pas par le simple fait de grandir. Bien entendu qu'en grandissant, les enfants apprennent tout un tas de connaissances. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de cours de PlayStation à l'école. Mais non, mais je suis sérieux quand je dis ça. Mais on va à l'école pour apprendre tout ce qu'on ne peut pas apprendre en grandissant. C'est pour ça qu'existe l'école. Donc c'est un peu là-dessus que je voudrais revenir pour vous proposer un petit peu un cadre hein, qui est la chose qu'on fait aujourd'hui, qui est de dire finalement, effectivement, les êtres humains, si on veut dire les choses simplement, on pourrait considérer qu'ils ont 2 grandes capacités d'apprentissage. Une capacité d'apprentissage essentiellement adaptative, hein, où j'apprends les connaissances qui font partie de mon environnement, et puis une capacité d'apprentissage beaucoup plus explicite, beaucoup moins adaptative, hein, qui est sans doute une caractéristique des êtres humains, c'est leur capacité à apprendre des choses inutiles. Et c'est, autrement dit, hein, la capacité d'apprendre une connaissance, un savoir-faire, alors que voilà, ça ne va pas me donner plus de frites à la cantine, ça ne va pas augmenter mon succès social, etc. Vous voyez, le fait d'être capable d'apprendre une connaissance qui n'a pas une utilité immédiate, c'est sans doute une des caractéristiques de notre espèce. Et il se trouve que dans nos sociétés, pour être un adulte qui a un boulot, qui a des pratiques culturelles, sociales, machin, bidule, qui font qu'il arrive à vivre dans la société aujourd'hui, on a besoin d'énormément de connaissances qu'on ne peut pas acquérir par le simple fait de grandir. Et ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est que les contraintes cognitives sur les apprentissages adaptatifs primaires et sur les apprentissages secondaires, les contraintes sont complètement différentes. Par exemple, les processus attentionnels
sont très peu mobilisés pour ces apprentissages-là, alors qu'ils ont une importance capitale pour apprendre des connaissances secondaires. Les processus d'apprentissage sont essentiellement inconscients, rapides et sans effort du côté des apprentissages primaires, alors qu'ils sont conscients avec effort et lents. Les moteurs, les situations principales des apprentissages adaptatifs, ce sont l'immersion, les relations sociales, l'exploration et le jeu. C'est manifestement pas ça du côté des connaissances secondaires. La motivation a à peu près aucune espèce d'importance pour les apprentissages primaires. Vous n'avez pas besoin d'être motivé pour apprendre votre langue maternelle. Vous l'apprenez, un point, c'est tout. La motivation a un rôle très important du côté des apprentissages secondaires. Et dernièrement, on pense qu'on a identifié une autre caractéristique, c'est que les connaissances primaires, celles qui s'acquièrent de cette façon-là, la généralisation de la connaissance marche à fond. Le transfert de connaissances marche à fond. Du côté des connaissances secondaires, c'est un petit peu l'inverse. La capacité à généraliser des connaissances secondaires, comme on le sait en gros depuis la mort de Piaget, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Autrement dit, les apprentissages qu'on réalise à l'école, ils sont secondaires. Ils sont confrontés à des processus d'apprentissage qui ne sont pas adaptatifs. Par définition, on apprend à l'école ce qu'on n'apprend pas de façon adaptative. Ils sont spécifiques et ils impliquent la mise en œuvre de processus d'apprentissage qui sont spécifiques. Par ailleurs, j'espère me tromper, mais avec des collègues, on s'est amusé à recenser les tâches qui permettent d'apprendre, puisqu'une autre caractéristique des apprentissages scolaires, un apprentissage adaptatif, c'est je fais ce que j'apprends et j'apprends ce que je fais. C'est ça l'apprentissage adaptatif. Et à l'école, il y a beaucoup d'apprentissages où vous pouvez distinguer la tâche, ce que vous faites faire aux élèves, et la connaissance, ce qu'ils apprennent en faisant cette tâche. Quand vous donnez un problème de maths à des élèves, ce n'est pas pour qu'ils résolvent le problème. C'est pour que l'objectif d'apprentissage, ce n'est pas la résolution du problème. C'est pour qu'à travers la résolution de ce problème, ils découvrent telle propriété, telle procédure, tel théorème, telle connaissance. Vous voyez cette distinction entre la tâche et l'enjeu de la tâche, pour dire les choses de façon triviale. Ben, les tâches, c'est-à-dire ce qu'on fait faire aux élèves pour qu'ils apprennent, on s'est amusé pour les besoins d'un bouquin, donc c'était pas l'objectif principal du bouquin, donc il faudrait la retravailler, cette classification des tâches. On l'a fait trop vite, mais on a l'impression, ça n'est qu'une impression, que les tâches qu'on trouve aujourd'hui dans les classes, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup de nouvelles. Je ne sais pas si vous prenez comme point de repère l'école il y a 100 ans. Je ne sais pas s'il y a des tâches qui sont aujourd'hui dans les classes et qui étaient absentes il y a 100 ans. Alors l'équilibre entre les tâches, les combinaisons entre les tâches, surtout l'équilibre, le temps consacré à telle ou telle tâche, ça change. Mais autrement dit, notre capacité d'innovation pédagogique, si l'innovation pédagogique, c'est la capacité à faire des choses différentes aux élèves pour qu'ils apprennent, je ne suis pas sûr que et on est en train avec des collègues, si vous connaissez de bons historiens d'éducation, on est en train d'essayer de voir si, quand on regarde l'école au Moyen-Âge, si... Une autre chose qui me semble intéressante, c'est que, bien entendu, les tâches ne suffisent pas pour décrire ce qui se passe dans une salle de classe. Et l'autre, il y a Kai et Wiley, encore une référence, qui ont publié un papier en 2014, qui dit, mais en fait, il y a une autre chose, c'est le mode d'engagement dans la tâche. Elle distingue 4 modes d'engagement dans la tâche, pour arriver à dire, finalement, ce qui fait qu'un élève apprend, c'est bien entendu, il y a une connaissance, il y a une tâche, ce qu'on lui fait faire, et il y a une façon de s'engager dans la tâche, et on peut combiner ça. Vous pouvez prendre n'importe quelle tâche de ma classification et la combiner avec différents
modes d'engagement dans la tâche. Et donc peut-être que s'il n'y a pas véritablement d'innovation au niveau des tâches, par contre, la façon de s'engager dans la tâche, la façon de réaliser dans la tâche, on a un spectre assez large et on peut faire d'une tâche apparemment assez triviale une activité d'apprentissage extrêmement riche. Je ne sais pas si vous connaissez ce papier-là de Kai et Wiley. Il m'a complètement retourné le cerveau. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu quelque chose d'aussi simple et d'aussi évident écrit. Ça nous règle tout un tas de problèmes. Le fait de dire, vous voyez, il faut séparer la description de la tâche et la description de l'engagement dans la tâche. Vous pouvez très bien avoir une tâche de type cours magistral qui peut être combinée avec un engagement dans la tâche qui peut être très collaboratif, très constructif, etc. Ce qu'elles apportent et qui me semble essentiel. Et peut-être l'autre approche de Kai et Wiley, me semble-t-il, c'est qu'elle montre que peut-être que ce qu'on appelle innovation pédagogique ou ce qu'on appelle pédagogie nouvelle depuis des siècles, c'est juste notre redécouverte régulière que les moteurs des apprentissages primaires, vous vous souvenez, l'immersion, les relations avec les pairs, les interactions avec les pairs, l'exploration de l'environnement, les jeux, c'est-à-dire ceux qui permettent, toutes ces activités qui permettent les apprentissages primaires, en gros, pour faire simple, des activités d'apprentissage que nous partageons avec d'autres animaux sociaux, explorer son environnement, interagir avec des pairs, jouer, que les évolutionnistes aujourd'hui disent sans doute que si les jeunes mammifères sociaux sont tellement engagés dans ces activités, pourquoi ils prennent tant de plaisir à jouer, à explorer l'environnement, à interagir, c'est parce que c'est sans doute à travers ces activités-là qu'on apprend le mieux. Et peut-être que nous, à l'école, régulièrement, on se dit « Ah ben tiens, si on arrêtait d'emmerder les élèves et qu'on faisait rentrer un petit peu en salle de classe ces moteurs des apprentissages primaires, peut-être que ça se passe. » Vous voyez, c'est ça l'innovation pédagogique. L'innovation pédagogique, c'est redécouvrir ce que les êtres humains font depuis 200 000 ans pour apprendre. Mais je crois aujourd'hui, grâce aux travaux notamment de Kai et Wiley, c'est en le rendant compatible avec l'idée que pour apprendre en classe, on ne fait pas que s'adapter. On réalise des tâches scolaires spécifiques. C'est la liste des 17 tâches que je vous ai présentées. Vous voyez un petit peu l'idée? Et je crois que ça, vous pouvez y aller, vous pouvez relire Montessori, vous pouvez relire qui vous voulez. Les idées pédagogiques qu'il y a au cœur, c'est toujours refaire rentrer dans la classe ces moteurs des apprentissages. Mais en les combinant avec le fait qu'on est bien dans une situation d'apprentissage scolaire. On n'est pas dans une situation d'apprentissage adaptatif. Et l'idée, c'est que le numérique, il va apporter beaucoup aux apprentissages dans tout un tas de domaines si on n'oublie pas que le cœur de notre activité d'enseignement, c'est ça. C'est faire apprendre aux élèves des connaissances qu'ils ne peuvent pas apprendre de façon adaptative, qui sont fondées sur la distinction entre tâche et enjeu de la tâche, et pour lesquels on peut trouver des modes d'engagement des activités qui réutilisent les moteurs des apprentissages primaires. Donc, retour sur le numérique. Bien entendu, il y a un certain nombre d'apports du numérique qui sont importants. Et je crois, pour dire les choses de façon sans doute trop simple, trop caricaturale,
que si on imagine que concevoir une situation d'enseignement, concevoir un scénario pédagogique, en gros, c'est cette activité-là que j'ai mis, définir un objectif d'apprentissage, une progression des tâches, etc., puis un engagement des supports, une régulation des apprentissages, une évaluation des apprentissages. Si on dit que c'est ça qu'on fait, en gros, quand on conçoit une situation d'enseignement, l'idée, c'est qu'on peut avoir des plus-values spécifiques du numérique sur les 4 lignes en bas, mais que ce qui est en haut, c'est-à-dire définir des objectifs d'apprentissage, définir des tâches, définir des progressions, subit peu l'influence du numérique. Et donc, on sera d'autant plus à l'aise avec des plus-values qu'elles sont évidentes et qu'elles sont spécifiques et qu'on ne confond pas, en gros, ce qu'on fait en bas de cette fiche-là et de ce qu'on fait en haut. Par ailleurs, il y a tout un domaine de recherche. Par exemple, aux États-Unis, c'est les travaux de Richard Mayer et son équipe qui font des choses un peu différentes de ce que je vous ai présenté. Je vais juste signaler l'existence, c'est qu'il y a tout un tas de travaux qui, plutôt que de partir des plus-values du numérique et de se demander est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas pour tel apprentissage, ce sont des travaux qui, en quelque sorte, partent à l'envers. C'est-à-dire, étant donné ce qu'on sait sur les caractéristiques que doit avoir un support pour faciliter l'apprentissage, une fois qu'on a identifié les caractéristiques de ce support pour favoriser l'apprentissage, elles sont là, alors on peut se demander si le numérique possède ces caractéristiques-là ou les possède mieux que d'autres supports. Vous voyez ce raisonnement à l'envers, je le crois très très important et vraiment les travaux de Mayer me semblent vraiment valoir le coup. Donc, conclusion. Je vous remercie de ne pas être trop nombreux à vous être endormis. Le numérique a envahi nos vies. Il facilite de façon extraordinaire notre accès aux supports de connaissances et sans doute qu'à toute époque, enfin, je pense depuis la bibliothèque d'Alexandrie jusqu'à nos jours, chaque fois qu'on a une facilitation de l'accès au support des connaissances, on pense que ça va avoir un effet direct sur l'enseignement, sauf qu'enseigner, ça n'est pas donner accès à des supports de connaissances. Il n'y a que des gens qui ne sont pas enseignants qui peuvent tenir ce genre de discours. Il requiert, bien entendu, de nouvelles connaissances. Je plaide, mais je me trompe peut-être, et j'espère que vous allez me contredire, qu'il, à mon sens, ne modifie pas fondamentalement ni les tâches ni les apprentissages scolaires, et que s'il a un effet, c'est surtout sur les 4 étapes à la fin, des plus-values dans le domaine de l'évaluation, des plus-values dans le domaine de la régulation, des plus-values dans la conception des supports et des plus-values dans le domaine de l'engagement. Eux sont complètement attestés par la littérature empirique. Voilà, je vous remercie. Et voilà, une des références qui était tout le temps citée, c'était celle-là. Oui? Il faut enregistrer. Bonjour, merci pour cette conférence très intéressante. Une question sur notamment les points de conclusion. Vous n'avez pas évoqué Salman Khan et sa Khan Academy qui dit que tout le monde peut apprendre comme il veut, quand il veut. On met ça en perspective comment? En fait, justement, par rapport à ce qui est dit là, non, on n'apprend pas comme ça. Ouais, merci. C'est vraiment une question que je trouve fascinante en ce moment. C'est bien entendu, les humains sont capables d'apprendre. Sans doute même qu'ils font ça tous les jours. Si apprendre, c'est s'adapter à son environnement. Or, si c'est la partie
primaire de l'environnement. Hein. Une connaissance primaire, c'est juste une connaissance que Homo sapiens a depuis plus de 100 000 ans. Hein. C'est une connaissance pour laquelle on a de bonnes raisons de croire que notre cerveau a évolué pour qu'un apprentissage implicite soit possible. Par exemple, la parole. OK ? Ça va ? Sur le côté primaire, c'est les humains sont capables d'apprendre, mais en plus, ils sont capables d'apprendre de façon implicite, non volontaire, sans motivation et sans attention. Ça, c'est le côté primaire. Ensuite, bien entendu, les êtres humains sont capables d'apprendre tous les jours des connaissances secondaires. La PlayStation, par exemple. OK ? Donc, c'est une connaissance qui est apparue récemment dans l'évolution de l'espèce humaine, mais là, c'est un apprentissage délibéré, volontaire, fondé sur la pratique intensive. Si vous êtes bon avec votre PlayStation, vous avez intérêt à y consacrer au moins 3 heures par jour. OK ? Non, mais de la même façon, si vous êtes bon au jeu d'échecs et que vous y consacrez moins de 3 heures par jour, il y a peu de chances que vous arriviez à un bon niveau. Si vous voulez être un bon musicien, il faut pratiquer tous les jours, etc., etc. OK ? Autrement dit, bien entendu qu'il y a des apprentissages adaptatifs non primaires, mais ils sont fondés soit sur la nécessité professionnelle, soit sur la passion. Et désolé, mais ça fait 25 ans que je travaille là-dessus, je n'ai pas trouvé d'autre moteur que cela. La nécessité professionnelle, enfin, ou sociale, machin, etc., et la passion. L'école existe parce que, figurez-vous, qu'il y a certains enfants qui ne sont pas passionnés par le calcul mental. Mais non, mais c'est ça. Bien entendu que dès qu'un gosse est passionné par le calcul mental et que vous lui offrez un environnement dans lequel il va pouvoir exercer sa passion, bien entendu qu'il va apprendre tout seul. Mais l'école, elle existe parce qu'il y a un tas d'élèves qui ne sont pas passionnés par un tas de trucs que notre société juge importantes pour fabriquer un citoyen qui, quand il aura 25 ans, si c'est ça, si c'est ça, si c'est ça, si c'est faire ceci, cela, s'il comprend tel aspect, il sera peut-être un adulte un peu plus épanoui que s'il ne le sait pas. Et pour ça, bien entendu, l'être humain est capable d'apprendre. Mais il n'a pas attendu l'école pour apprendre. Vous avez même des évolutionnistes qui disent « Chaque société, au cours de son histoire, arrive à un moment de son histoire où les connaissances que vous avez apprises de façon adaptative, les connaissances que vous ont transmises vos parents, ne sont plus suffisantes pour devenir un adulte de cette société. Et c'est à ce moment-là de l'histoire d'une société que l'école est créée. C'est quand les connaissances, en gros, que vous ont transmises vos parents et les connaissances que vous avez découvertes par vous-même en vous adaptant à votre environnement ne sont plus suffisantes pour devenir un adulte. C'est ça l'école. Et chaque fois qu'on oublie ça, me semble-t-il, voilà, c'est bien, on a plein d'espoir. Des questions ? J'ai coupé l'ambiance. Bonjour, merci pour votre présentation. J'aurais juste une question sur la réussite, enfin, la prise en compte de la réussite dans ce que vous dites. Est-ce que vous dites que ce qui peut permettre l'utilisation efficace d'un cours en ligne, par exemple, c'est la nécessité professionnelle ou la passion? Et est-ce qu'on peut aussi considérer comme troisième critère possible le fait d'apprendre à nos élèves, parce qu'on est tous enseignants ici, de prendre goût à la réussite et plutôt que de parler d'effort, donc, bien entendu, la troisième, soit la nécessité, soit la passion. La troisième, c'est soit un enseignant.
soit une école. Hein. L'idée, c'est ça. Hein. L'école, c'est la troisième possibilité. Après, l'idée, c'est-à-dire ce qui permet d'apprendre, c'est notre capacité à concevoir des situations d'enseignement-apprentissage dans lesquelles il y a les apprentissages visés qui sont réussis. L'idée, c'est un raisonnement en 2 temps qui est tout simple. C'est ces apprentissages-là, manifestement les travaux qu'on a faits dans le domaine de l'attention, de la motivation, de la mobilisation des processus en mémoire de travail, etc., montrent que ces apprentissages-là sont plus exigeants. Ils nécessitent d'être attentifs, ils nécessitent de s'engager, ils nécessitent de réfléchir. Après, l'idée, c'est qu'il y a 2 solutions. Soit il y a des efforts à faire et ces efforts sont chiants, soit il y a des efforts à faire et on peut faire que ces efforts soient plaisants. Je parle effort, c'est au sens attentionnel. Hein, c'est l'effort mental dont je parle. Et il me semble, c'est la thèse que j'ai proposée, on ne l'a pas encore publiée parce qu'on manque de sollicitude, donc c'est juste une proposition que je vous fais, c'est que régulièrement, on redécouvre à l'école qu'une façon de fournir ces efforts avec du plaisir, c'est de réutiliser les moteurs des apprentissages primaires. Jouer, découvrir, explorer, interagir, et tout ce qui sont l'immersion. Hein, c'est faire pour de vrai, faire comme pour de vrai. Ça, c'est les moteurs. Et l'idée, c'est ça, c'est que ça rend compatible. Après, bien entendu, ça, c'est les activités qu'on peut proposer pour que ces efforts correspondent à des activités plaisantes et pas uniquement à des activités douloureuses. Et après, ce que vous dites, c'est qu'en dehors de ces activités, bien entendu, il y a les processus motivationnels qui peuvent être pris en compte en tant que tels. Par exemple, il paraît que les élèves sont plus motivés quand on les félicite pour leur réussite que quand on leur pourrit la gueule parce qu'ils ont échoué. Voilà. Oui. Non, je dis ça parce que ça paraît con, mais j'ai un fils qui est en prépa cette année et je croyais que tout le monde était au courant, hein, que c'était mieux de... Il y a une question juste derrière vous. Alors cet objectif, c'est en fait tout simplement donner envie à nos élèves de s'engager, parce que cette notion-là, elle est effectivement, je suis complètement d'accord, c'est les engager, les remotiver. Par contre, vous venez de l'évoquer, il y a quand même 2 choses importantes qui me semblent freiner, tantiner cet objectif, c'est le temps, c'est-à-dire l'ennui qu'ils peuvent avoir parce qu'ils sont assis pendant 8 heures, et ça sur 5 jours, 8 heures, enfin bon, je fais simple, et les évaluations. Donc on touche à deux choses qui freinent, à mon avis, notre objectif de donner envie. C'est-à-dire qu'on peut les engager sur 2-3 heures. Par contre, nos publics aujourd'hui se lassent très très vite. Alors, vous allez me dire, c'est parce qu'on n'a pas utilisé les bons ressorts, donc du coup ils s'ennuient, etc., etc. Ouais. Bon, voilà, c'est juste une... Ouais, mais merci. Je voudrais vraiment répondre sur les 2 points. Sur le premier point, oui, bien entendu. Mais il n'empêche que il me semble que si on veut résumer toute la recherche dans le domaine des apprentissages secondaires, on peut dire s'il y a une chose qui est plus importante que toutes les autres, c'est le temps. Contrairement d'ailleurs aux apprentissages primaires, qui peuvent être extrêmement rapides, ce sont des apprentissages qui sont d'abord coûteux en temps. Et donc après, la question c'est comment on aménage ce temps pour que ce soit du temps d'apprentissage, mais la variable temps dans les apprentissages secondaires, elle est, à ma connaissance, absolument incontournable. Et le fait qu'apprendre des connaissances secondaires, c'est ennuyeux et d'y consacrer du temps, je ne crois pas que ce soit un phénomène nouveau. Si vous relisez l'introduction du Ménon de Platon,
Vous voyez que le Ménon, voilà, hein, il est typique de la jeunesse d'aujourd'hui. Apprendre, ça l'emmerde. Il n'aime pas aller à l'école. Et puis, comme en plus ses parents sont blindés de thunes, il se dit, mais à quoi ça sert tout ça, de toute façon? Je ne crois pas que ce soit un phénomène nouveau. Le fait qu'apprendre des connaissances qui ne me servent à rien, ça me semble barbant. J'ai du mal à croire qu'il y a une époque de l'évolution de notre espèce où les gens se sont dit « Oh, mais c'est génial d'apprendre des trucs qui servent à rien. » Je crois vraiment, vraiment. Hein, autrement dit, après ça veut dire que le génie du métier d'enseignant, c'est de donner du sens. Hein, c'est de dire « Mais non, vous apprenez pas un truc qui sert à rien, vous apprenez un truc qui est génial. » Vous voyez, c'est un truc que je fais souvent avec mes professeurs stagiaires en mathématiques. Je leur dis « Écoutez, on va réfléchir à non pas comment enseigner le théorème de Pythagore, mais on va réfléchir à comment faire que le théorème de Pythagore, c'est une connaissance géniale, alors que c'est un programme de 4e, hein, il me semble, le théorème de Pythagore. Donc vous avez des gosses de 14 ans, et vous allez leur expliquer qu'apprendre le théorème de Pythagore, ça a du sens. C'est génial, c'est un truc, waouh, je me sens mieux après qu'avant. Mais c'est ça, le génie du métier d'enseignant, c'est pour ça que je reboucle, hein, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Le génie du métier d'enseignant, c'est d'abord d'être passionnant. C'est tout. Là. Et après, sur l'évaluation, là, je ne suis pas d'accord avec vous, ou je nuance. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord, simplement par les faits. Hein, c'est-à-dire que toutes les recherches sur le testing effect depuis une quinzaine d'années, autrement dit, il y a 15 ans, je vous aurais affirmé le contraire de ce que je vais vous dire maintenant, c'est toutes les recherches sur le testing effect montrent que, contrairement à ce qu'on croyait, en tout cas contrairement à ce que je croyais, l'évaluation n'est pas du temps en moins pour l'apprentissage, l'évaluation, c'est du temps en plus pour l'apprentissage. L'évaluation contribue à l'apprentissage. Ce qui compte, c'est la signification de l'évaluation, hein, c'est le sens qu'on donne à l'évaluation. Mais l'évaluation en tant que processus, c'est-à-dire recevoir un retour sur ce que je suis en train d'apprendre et sur la prochaine étape à franchir et sur en quoi l'étape précédente a posé problème ou pas, ça c'est une partie intégrante du processus. Mais par contre, quel sens on donne à l'évaluation, là je suis d'accord avec vous. Merci. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi il me semble qu'il y a aussi une réflexion à mener autour du rapport au temps. Et ces technologies qui nous entourent et qui font partie de notre culture, de nos usages, de nos pratiques quotidiennes, elles contribuent aussi à accélérer un petit peu notre rapport au temps. Et quand tu parles d'apprentissage secondaire ou primaire, enfin je ne me rappelle plus exactement comme tu l'as dit, c'est aussi par rapport à une situation donnée. Et peut-être que ces technologies qui sont très riches, elles ont une faiblesse, c'est qu'elles nous amènent, un peu tout le monde, nous-mêmes, à rentrer dans une logique de consommation. Et la consommation, c'est l'immédiat. On ne va pas voir plus loin. Quand on a faim, on veut manger. On ne va pas regarder un livre, parce qu'il y a des priorités. Et deuxième chose, donc là c'était juste un petit détail, deuxième chose, ma question, elle portait plutôt sur l'apport du numérique et... Bon, engagement, les supports, régulation, évaluation, je me demande s'il n'y a pas aussi quelque chose au niveau, au-delà de l'engagement, un peu comme le rôle que peut assumer l'élève, puisque j'ai été longtemps instituteur, donc je vois les enfants qui ensuite jouent à la maîtresse ou au maître, etc. Je ne pense pas que ça se fasse pareil au collège, mais au collège, on peut aussi s'identifier, avoir envie, avoir le goût de devenir prof, parce qu'on a des profs qui nous ont marqués. Mais ça s'arrête un peu là. Alors que maintenant, avec ces outils, ils peuvent faire la classe, ils peuvent s'approprier, prendre le rôle du professeur. Et avoir un auditeur, des auditeurs, avoir un ensemble de personnes. Et là, je pense que ça fait partie de l'engagement, mais c'est plus, au-delà de l'engagement, c'est des moments d'appropriation où on a des rôles comme ça qui sont joués par les élèves aussi. Tout à fait, oui. Je suis complètement d'accord avec les deux points. Juste, je reformulerai ce que tu as dit, juste en rajoutant, mais c'est sans doute parce que je suis ergonome, et on ne se refait pas, le mot tâche. C'est-à-dire que telle tâche spécifique, par exemple, rechercher de l'information, il y a un effet de compression du temps
sur la tâche de recherche d'information qui modifie complètement la tâche et les processus qu'on met en œuvre, simplement parce qu'on a raccourci le temps. Quand j'étais étudiant, et pourtant je n'ai pas 2000 ans, il fallait quitter la CTU, aller à la BU, machin, trouver quelqu'un qui... Enfin, voilà, c'est... Maintenant, la même chose, ça prend 1 seconde. Hein. Donc, le raccourcissement du temps... Donc, je suis complètement d'accord, mais j'aurais une approche qui serait chaque fois tâche spécifique. Hein. Regardons pour cette tâche s'il y a une compression du temps et quel effet elle a eu. Et après, oui, je suis bien entendu complètement d'accord avec toi. Et je pense que le numérique comme outil de l'apprentissage immersif, c'est-à-dire qu'on fait des choses de plus en plus réalistes comme dans la vraie vie. Il y a un truc qui est fabuleux. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à ça, les wiki-concours. Le fait qu'un adolescent, aujourd'hui, puisse apprendre une tâche rédactionnelle pour de vrai. C'est-à-dire que, mais c'est le rêve de Freinet qui est en train de se réaliser, c'est-à-dire que je peux faire de mes élèves des vrais contributeurs de Wikipédia. Et leur article, il va être publié pour de vrai, et puis il va se faire rétamer pour de vrai, et puis il va vivre pour de vrai. La tâche de rédaction authentique, hein, qui est un des rêves de Freinet, pas le seul, on l'a là maintenant. Et donc le numérique comme support pour des apprentissages réalistes, immersifs, je crois qu'on est au début là, de quelque chose qui est vraiment énorme. C'est la première fois, je ne sais pas si vous avez imaginé ça, hein, que des adolescents de 15 ans peuvent rentrer dans un processus de publication absolument authentique. J'arrête. Merci. On est juste dans les temps, je joue les maîtres du temps, justement. Donc, merci beaucoup, Merci. Monsieur Tricot, pour votre exposé.